Ça Ça va, arrive. ouais. Faire un petit intro. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous accueillons Lilian donc de l'APEC qui va faire la première webconférence à l'occasion de Jobs in Paris. Une opération recrutement qui aura lieu du 14 au 16 juin. Écoutez, je laisse la parole à Lilian et une bonne webconférence à tous. Super, merci. Donc oui, moi je suis Lilian Belzamo, je travaille pour l'APEC. Donc je vous ai mis sur mon support ce que c'est que l'APEC. Donc l'APEC, c'est l'association pour l'emploi des cadres. Donc on est une association, on travaille pour l'insertion professionnelle des cadres, des étudiants et des jeunes diplômés de l'enseignement supérieur. Je ne vais pas trop prendre le temps de détailler l'APEC, juste pour vous dire que tous nos services sont gratuits et que, en complément de ce webinaire qu'on est en train de réaliser sur cette thématique, vous avez des ateliers et des web ateliers qui sont, on va dire, dimensionnés autrement. C'est plutôt 3h30 ou une journée de travail sur cette thématique des réseaux et des réseaux sociaux. Donc, aujourd'hui, on va essayer de voir dans les grandes lignes les réflexes à adopter pour trouver un job grâce aux réseaux sociaux. Alors, j'ai décidé de faire un focus sur 10 bons réflexes à adopter. On pourrait en ajouter de nombreux. Mais on va essayer de voir dans les grandes lignes déjà les tips à prendre quand on veut avoir une bonne expérience sur les réseaux sociaux en faveur de sa recherche d'emploi et pour travailler son personal branding, sa e-réputation. Euh, Par rapport aux règles pendant le webinaire. Alors, moi, j'étais plus parti sur l'idée de couper les micros. Ça dépendait du nombre que vous étiez, de poser les questions via le chat. Mais comme je ne vois pas le chat, ce que je vous propose, c'est de couper vos micros. Mais dès que vous avez une question, ne pas hésiter à m'interrompre pour prendre la parole et me poser la question. Après, je pense que Margot, qui est peut-être en modératrice sur le chat, n'hésitera pas aussi à le faire de son côté. Donc, on va partir déjà sur ce que c'est qu'une communauté, ce que c'est qu'un réseau social. C'est important de savoir déjà définir ce que c'est qu'un réseau. Un réseau, c'est un ensemble de personnes qui se réunissent autour d'un sujet commun. Et à travers lequel on va avoir des discussions, des échanges, des partages. Donc finalement, les réseaux sociaux, je pense que vous en utilisez tous et toutes au quotidien. On va avoir des exemples, je ne sais pas, on peut partir de WhatsApp, en passant par Facebook, en allant sur Instagram et en partant aussi sur TikTok. Et dans le prolongement de ça, on a LinkedIn, qui est le réseau social auquel on pense spontanément quand on pense réseau social professionnel. Parce qu'effectivement, sur LinkedIn, c'est des rencontres entre les recruteurs, des entreprises et vous. Après, je vais essayer d'étendre quand même les conseils que je vais vous donner sur LinkedIn à tous les réseaux sociaux. Parce que finalement, tout réseau social peut être utilisé professionnellement. On sait que sur Facebook, vous avez des annonces de recherche d'emploi. Il y a des personnes qui sont plutôt dans l'événementiel qui vont travailler aussi via Instagram pour leur notoriété, pour leur recherche d'emploi, pour se qualifier en tant qu'expert de l'événementiel. Donc tout réseau social peut vraiment être utilisé dans la recherche d'emploi. Récemment, il y a des entreprises qui se sont mises sur TikTok pour travailler sur leur marque employeur. Euh, pourquoi aller sur les réseaux sociaux pour vous? Dans quel cadre il est important d'aller sur les réseaux sociaux? Finalement, ce qui va être important pour vous sur un réseau social, en tout cas d'utilité, ça va être de se dire, je peux faire de la veille, je peux être à jour sur mes connaissances grâce aux réseaux sociaux. Je peux me tenir informé de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ça peut vous permettre d'avoir des infos avant un entretien sur les activités de l'entreprise, sur ses projets, en cours ou à venir, sur sa culture, sur ses valeurs, d'avoir des informations aussi sur les tendances et potentiellement aussi sur vos concurrents, donc les personnes qui se positionnent sur les mêmes types de postes que vous.
Ça peut vous permettre aussi d'affiner votre projet professionnel. Quand je dis chercher des infos pour l'emploi de vos rêves, c'est-à-dire connaître la réalité du marché, connaître les difficultés d'un job, d'un secteur, comprendre une formation, évaluer un parcours professionnel. Donc toutes ces informations-là, vous pouvez les avoir via les réseaux sociaux et notamment via LinkedIn. Vous le verrez, hein, c'est LinkedIn, enfin, vous vous en rendez peut-être déjà compte, mais c'est vraiment une base de données à ciel ouvert. Et enfin, j'ai mis, 3e axe de travail, sur les réseaux sociaux dans le cadre de sa recherche d'emploi, c'est d'être repéré, de pouvoir vraiment briller, on va dire, aux yeux du recruteur. Alors quand je dis briller, c'est peut-être un petit peu fort, mais en tout cas être reconnu en tant qu'expert dans un secteur visé ou sur un métier visé. Montrer quel professionnel vous êtes, pouvoir obtenir des recommandations, pouvoir faire la différence à travers ces recommandations ou même, avoir de la notoriété à travers du like, des commentaires sur des publications que vous ferez, pardon. Par la suite, c'est important aussi de se dire finalement à qui j'ai envie de plaire sur les réseaux? Quelle est ma cible? Finalement, on a 2 questions. À qui je veux plaire, auprès de qui je veux me rendre visible et comment je peux trouver les bons mots pour lui parler, pour lui plaire, pour le séduire, en tout cas pour séduire cet interlocuteur. Alors j'ai essayé de définir 3 types d'interlocuteurs. On peut avoir les opérationnels. Les opérationnels, c'est qui? C'est vos futurs responsables, futur N+1 manager. On peut avoir aussi des pairs. Alors les pairs, c'est les personnes qui sont sur le même type d'enjeu que vous, le même type de poste que vous. Ça peut être des très bons relayeurs, en lien avec vos objectifs d'emploi et puis après on a une troisième catégorie, de cibles qui sont plutôt les interlocuteurs RH, que vous pouvez cibler aussi, mais on verra, ça nécessite d'avoir une communication adaptée. Donc, partant de là, une fois qu'on sait ce qu'on a à offrir et qui on vise, on peut travailler sur les réflexes à adopter. Je vous ai dressé la liste des 10 réflexes, mais on va rentrer directement, dans ces réflexes à adopter et je vais essayer de les détailler. Premier réflexe à adopter, essayer, de s'inspirer de ses pairs. Alors je mets les pairs, mais pour moi c'est des personnes ressources. Alors le terme ressource, il est important, c'est des personnes qui vont relayer de l'information, qui vont vous permettre de vous informer, de vous inspirer. Ça peut être des anciens camarades de promo, ça peut être, des mentors, vos aînés, ça peut être des anciens collègues, ça peut être, des professionnels, des experts d'un secteur qui n'est pas le vôtre. De s'informer sur ce qu'ils font, ce qu'ils disent, comment ils communiquent, pour essayer vraiment de prendre l'inspiration par rapport à la ligne éditoriale qu'ils ont et de travailler sur des choses en parallèle, en vous appuyant sur ce qu'ils font, mais potentiellement aussi, on le verra par la suite, en essayant de vous démarquer. Alors, pour les identifier, je vous donnerai peut-être quelques tips, mais ça peut être intéressant d'aller, dans des groupes de discussion. Ça peut être intéressant d'utiliser l'option recherche avancée sur LinkedIn dans la barre recherche. J'ai pas le temps de vous faire une démonstration, mais vous pouvez filtrer les résultats. Donc vous pouvez chercher, je dis n'importe quoi, mais les personnes qui travaillent chez Danone et qui ont fait la même école que vous. Et en partant de là, essayer de regarder un peu, sur quoi elles communiquent, comment elles parlent de leur activité. Une fois que vous vous êtes inspiré des lignes éditoriales, de vos concurrents, de vos pairs ou de vos personnes ressources, il y a un deuxième réflexe aussi important à avoir pour vous, c'est de checker votre propre visibilité. Alors quand je dis checker sa propre visibilité, c'est de se dire déjà quand je vais sur Google tout simplement, qu'est-ce qui ressort de moi? Quelle est ma vitrine? Quelle est ma e-réputation? Il est important, alors c'est des réflexes que certains ont et d'autres pas, de taper régulièrement son nom, prénom sur les moteurs de recherche pour voir un petit peu ce qui ressort, pardon, et regarder les informations et ce qu'on dit de vous. Sur internet, vous avez de l'information contrôlée et de l'information non contrôlée. Alors quand je dis contrôlée, c'est moi qui publie des choses sur moi,
sur mon activité et je contrôle cette information. Mais on sait aussi que sur internet, on peut taguer des personnes, on peut publier des choses sur des personnes, donc il est important de suivre un petit peu ce qui se dit sur vous. Ce qu'on voit en fait, c'est que les recruteurs, sur ces dernières années, le réflexe de googler un candidat a été multiplié par 4 sur les 5 dernières années. Donc c'est vraiment un automatisme des recruteurs d'aller contrôler l'information, ce qu'il y a dans votre CV, dans vos lettres de motivation. Internet implique de la transparence sur ce que vous visez, donc c'est important de travailler sur ce contrôle-là. Vous pouvez aussi très bien, créer une alerte Google avec vos noms, prénoms, vos adresses mail et avoir des notifications, directement dès que quelqu'un publie quelque chose sur vous. Donc cette analyse, est à faire régulièrement. Moi, ce que je conseille en général, c'est, de le faire à minima 2 fois par an pour regarder un petit peu ce qui ressort et peut-être d'être un peu plus, en checking, quand on est en recherche d'emploi, donc peut-être de le faire, tous les 2 mois, vous voyez? Pour vraiment contrôler votre visibilité. Hem, Ensuite, faites une bonne impression. Un troisième réflexe à adopter, c'est le travail sur la première impression. Je vous ai extrait quelques bannières, de personnes, avec leur accord. On peut voir les différences, assez significatives qu'il peut y avoir sur ces bannières. Alors je vous ai mis un système d'étoiles, mais vous le comprenez, assez simplement. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut plaire à l'œil humain. La première impression, c'est environ 8 secondes, et en une photographie, vous devez donner envie, d'aller plus loin, de rentrer sur votre profil. Donc c'est important de se dire que tout est sensible. On le voit sur, la bannière de Laetitia, elle n'a pas mis, de fond, papier peint, donc elle ne s'est pas différenciée par rapport à cette image-là. Au niveau du titre du profil, on n'a pas réellement d'informations. On a juste l'élément stagiaire, ce qui en soi veut tout dire et rien dire. Tandis quand qu'on regarde, on compare avec, Florian ou Olivier, Coulommer qui est un collègue à moi, on voit qu'il a travaillé sa photo de profil, on voit qu'il a travaillé son papier peint, on voit qu'au niveau, de sa headline, dans ce titre professionnel, il a mis pas mal d'éléments avec pas mal de mots-clés. On reviendra dessus au niveau des mots-clés et on peut voir aussi qu'il a référencé son école et son employeur actuel. Donc en une photographie, j'ai envie de dire, ça donne envie de cliquer sur son profil. Au même titre que Florian, même s'il y a des choses, sur lesquelles on peut retravailler, on a de l'information, donc c'est intéressant derrière de directement, cliquer pour aller plus loin. Vous devez susciter l'envie. Donc ça, c'est la 1re bonne impression, je dirais, humaine. Ensuite, il va y avoir quelque chose, à travailler pour séduire aussi l'algorithme. Je disais séduire l'humain sur la diapositive avant, mais là, il va falloir aussi qu'on soit dans un réflexe informatique pour essayer de séduire l'algorithme. Heu, Trouver et ajouter des mots-clés. Votre profil, il doit être référencé et pour générer du référencement, pour que l'algorithme fonctionne, on va travailler sur heu, des mots-clés, j'allais dire, c'est une recherche, je ne sais pas si vous connaissez les termes, mais textuelle et non sémantique. Donc ça veut dire qu'on est à la lettre près. La répétition, la redondance seront vos alliés. Donc ça va être important de truffer vos profils, de mots-clés, et de bien travailler sur l'orthographe de ces mots-clés puisqu'on est à la lettre près. Attention au féminin et au masculin. Moi, ce que je vous donne comme conseil pour essayer d'identifier les bons mots-clés par rapport au poste que vous avez envie de viser, j'allais dire, à votre projet professionnel, sans avoir besoin de payer, parce qu'il existe des services où on peut payer pour avoir du référencement et les bons mots-clés. Déjà, si vous allez, sur des fiches métiers,
Les fiches métiers, c'est des présentations, j'allais dire prescrites, des métiers qui existent sur le marché de l'emploi. Vous allez avoir dans ces fiches métiers des référentiels de compétences et d'activités dans lesquels vous allez pouvoir piocher vos mots-clés. Si vous allez sur les profils LinkedIn de vos concurrents, de vos pairs, de vos partenaires, vous allez aussi pouvoir piocher des mots-clés. Je parlais sur l'un des premiers réflexes, c'était de vous inspirer des profils de vos pairs. Eh ben, n'hésitez pas à attraper des mots-clés quand vous lisez leur profil. Et la troisième source d'information pour moi qui est non négligeable, c'est que vous prenez 5 à 10 offres d'emploi qui vous intéressent et vous récupérez les mots-clés qui sont présents dans ces offres d'emploi. Les offres d'emploi, c'est ce qu'il y a de plus à jour en termes de mots-clés, parce qu'on a des mots-clés, on va dire, qui sont intemporels, et puis on a des mots-clés tendances. Ces mots-clés tendances, en général, on les trouve dans les offres d'emploi. Et si vous croisez fiche métier, profil LinkedIn de vos concurrents, et offre d'emploi, vous allez vous constituer un nuage de mots-clés et ce nuage de mots-clés, vous allez l'insérer de manière stratégique dans tous vos profils. Alors, si je reviens sur LinkedIn, pour vous donner une petite idée des pondérations lorsqu'on fait une requête en tant que recruteur, 40% du référencement est fait sur la headline, c'est-à-dire le titre du profil. Donc, c'est ici que vous allez injecter un maximum de mots-clés les plus pertinents par rapport à votre enjeu professionnel, à votre projet professionnel. Donc vraiment dans le titre du profil. Ensuite, on va avoir 20% du référencement qui est fait dans la partie info, dans la partie résumé. Donc là, on peut répéter et ajouter de nouveaux mots-clés. Souvent, c'est négligé, cette partie résumé, et pourtant, comme vous le voyez, elle a une très grande importance de manière algorithmique. Ensuite, on va avoir encore 20% du référencement qui est fait sur les titres des postes que vous avez occupés par le passé et que vous occupez actuellement. Donc là aussi, attention au jargon entreprise. De temps en temps, on a des intitulés de postes qui sont vraiment propres à notre entreprise, mais qui veulent rien dire sur le marché de l'emploi ou qui veulent dire autre chose sur le marché de l'emploi. Donc il faut travailler aussi ces titres de postes. Et les derniers 20% de référencement, c'est sur la partie compétences. Sur LinkedIn, vous pouvez mettre jusqu'à 50 compétences dans cette partie. Et ben finalement, il ne faut pas hésiter à mettre ces 50 compétences parce que ça va générer du référencement et du coup, ça va générer de la visibilité pour votre profil. J'irai même plus loin sur LinkedIn. On a la partie job board, donc la partie où vous répondez à des offres d'emploi. Je pense que vous avez déjà remarqué, mais il vous dit, vous avez 4 compétences sur les 8 demandées, vous avez 6 compétences sur les 8 demandées. À quoi il fait référence quand il vous dit ça, le réseau? C'est aux éléments justement présents dans la partie compétences, donc dans ces 50 compétences. Et un truc tout bête, c'est que si vous utilisez la candidature en un clic et que vous candidatez en envoyant votre profil, bah, le recruteur, lui, quand il reçoit, je ne sais pas, sur la candidature en un clic, il a des centaines de candidats qui arrivent très rapidement, bah, il va demander à la machine de lui montrer que les profils des personnes qui ont cette compétence sur les 8 demandées. Donc cette partie-là, elle est vraiment importante à travailler et à la lettre près par rapport à ce qui est inscrit dans les offres d'emploi. Sinon, en fait, vous avez beau candidater, vous n'allez même pas ressortir aux yeux du recruteur. Donc l'importance de séduire l'algorithme et de travailler sur ces mots-clés. C'est vraiment un réflexe sur lequel j'insiste un peu, mais il faut bien l'avoir en tête. Ensuite, le 5e bon réflexe, pour moi, c'est, de démontrer vos super pouvoirs. Alors quand je dis vos super pouvoirs, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas de pouvoir positionner votre offre de service et de montrer votre valeur ajoutée, vos atouts. De travailler sur vos compétences et d'illustrer ces compétences avec des exemples concrets et chiffrés. Ce qu'on cherche à avoir quand on est recruteur et quand on va aller, chasser sur les réseaux sociaux ou quand on va aller vérifier de l'information sur les réseaux sociaux, c'est de comprendre, de se rassurer. Et pour se rassurer, heu, on peut se dire que la personne affiche les mêmes compétences que sur son CV, c'est déjà un point, mais derrière, c'est important de les illustrer, d'être synthétique, mais aussi concret, de pouvoir démontrer par l'exemple. Une des méthodologies que vous pouvez utiliser quand vous travaillez sur la démonstration d'une compétence, c'est la méthode SCORE
vous pouvez parler de la situation, du contexte de réalisation de l'activité, des outils que vous avez utilisés. Donc, c'est les moyens créés ou utilisés pour répondre à cette situation dans un contexte donné. D'afficher vos résultats. Les résultats, c'est souvent négligé, mais c'est important de montrer les résultats que vous avez eus. Alors, ces résultats peuvent être qualitatifs ou quantitatifs. Et enfin, de boucler la boucle en faisant une évaluation et un retour sur expérience sur cette activité. Là, on passe vraiment de l'affirmation à l'argumentation. De travailler, je disais, sur les mots-clés pour un meilleur référencement et pourquoi pas de digitaliser aussi votre profil en associant des médias. Je m'ai illustré avec des liens, mais ça peut être effectivement renvoyé vers un book, renvoyé vers un blog personnel, renvoyé vers d'autres éléments personnels que vous voulez afficher. Ensuite, un 6e réflexe à adopter, la force du réseau, c'est lié au nombre de connexions que vous avez. En fait, pour avoir un réseau riche, et un réseau, un petit peu «dream» entre guillemets, ça va être important de multiplier les contacts. Il y a des personnes qui ont tendance, sur les réseaux sociaux, à fonctionner en vase clos, c'est-à-dire en circuit fermé ou dans un cercle de premier niveau. Attention, si vous travaillez de cette manière-là, ça peut être une approche, mais ça veut vraiment dire qu'on va rester entre pairs, qu'on va rester, sur son premier cercle de contacts et en général, du coup, les personnes que vous connaissez, très proches, bah, connaissent les mêmes personnes que vous, donc votre réseau n'est pas très, très large. Moi, je parle vraiment d'élargir son réseau, de le faire grandir. Alors, je vous ai mis quelques exemples. On a dans le réseau personnel, bien sûr, les amis, amis de la famille, les parents, parents des amis, les personnes que vous rencontrez. Et puis après, j'ai essayé d'extrapoler aussi en parlant de Blablacar. En fait, tout réseau personnel peut être utilisé associations sportives, associations culturelles, ne pas hésiter à les intégrer dans votre réseau professionnel. Ensuite, j'ai repris forcément les réseaux pro, donc les salons professionnels, les meet-up, les sites et les pages d'entreprise qui vont vous donner aussi, qui vont vous générer des profils potentiels à faire rentrer dans votre réseau. Les sites spécialisés, les associations professionnelles, les personnes que vous avez vues en stage, les anciens collègues, les responsables et puis après, bien sûr, tout ce qui touche aux réseaux sociaux. Je parlais tout à l'heure des groupes de discussion. C'est vraiment quelque chose sur lequel capitaliser pour réussir à capter de nouveaux contacts. J'ai pris l'exemple de l'APEC aussi, pour vous montrer que le réseau peut être très, très large. D'une manière toute bête, si vous me demandez en relation, à l'issue de ce webinaire, bah, automatiquement, moi, je vais vous ouvrir mon réseau. J'ai peut-être un réseau de contacts, je ne sais pas, actuellement entre 800 et 900 personnes sur LinkedIn. Et ben, à partir du moment où vous connectez, avec mon profil, automatiquement, je vous ouvre mes 800 et 900 contacts. J'ai parlé aussi des ateliers et des événements APEC dont je vous ai parlé tout en début de webinaire. Et puis la formation aussi, les anciens de promo, les alumni, les conférenciers, toutes ces personnes sont aussi là pour faire grandir votre réseau. Donc ne fonctionnez pas en circuit fermé, essayez d'élargir ce nombre de contacts, c'est ce qui vous permettra d'être le plus visible possible. Une fois qu'on a identifié ces cibles et qu'on veut prendre contact avec elles, le 7e bon réflexe, c'est de personnaliser votre demande de contact. On a tous reçu des demandes de mise en relation non personnalisées et c'est celles-ci qu'on a tendance à ne pas accepter. Donc c'est toujours important d'ajouter une note à votre demande de mise en contact, de préciser qui vous êtes et pourquoi vous entrez en contact avec cette personne. Alors le nombre de caractères, il est assez limité sur LinkedIn, mais n'hésitez pas quand même à préciser cette demande de mise en relation. Si je reprends l'exemple d'une demande que vous pourriez me faire, c'est bonjour Lilian, j'ai assisté à votre webinaire sur l'événement de Job in Paris. Je me permets de vous faire une demande de mise en relation. Le profil est complété, il y a une photo, j'ai un message personnalisé, bah, automatiquement, moi, je vais accepter. OK, donc c'est vraiment important de personnaliser cette demande de contact. 8e
gros réflexe à avoir, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, mais faites-vous sponsoriser. Quand je dis sponsoriser, c'est n'hésitez pas, à demander des recommandations sur vos compétences, sur les soft skills, des recommandations aussi, écrites. On peut avoir une recommandation sur une compétence, mais on peut aussi avoir une recommandation écrite qu'on va afficher sur son profil. Et puis, ne pas vous oublier aussi que pour recevoir des recommandations, il ne faut pas hésiter à en donner. L'important, c'est que ce soit un échange dans les deux sens. Mais ne pas hésiter, voilà, à envoyer une petite demande à un ancien collaborateur, un ancien directeur, en lui expliquant bonjour, j'espère que tu vas bien, je suis en train de retravailler mon profil LinkedIn, je te sollicite pour une petite recommandation. Hop, vous pré-rédigez la recommandation, parce qu'on sait que les personnes n'ont pas forcément le temps de la rédiger pour vous, et en plus, ça vous permettra de donner un petit peu la direction que vous souhaitez à la recommandation. Et vous mettez une petite phrase en disant je te laisse modifier si besoin ma proposition de recommandation. À bientôt, Lilian. Donc ne pas hésiter, voilà, à solliciter des recommandations, soyez proactifs, c'est important. 9e bon réflexe, j'ai mis générer du buzz. Alors c'est peut-être un gros mot, mais l'idée en tout cas, c'est de vous rendre visible au-delà d'avoir une jolie vitrine. On l'a vu auparavant, la vitrine avec une belle étiquette, un beau profil, du référencement au niveau des mots-clés, des recommandations, un réseau de contacts assez riche. Maintenant, le niveau, le step d'après, c'est d'essayer de prendre la parole sur les réseaux sociaux. Prendre la parole sur les réseaux sociaux, ne pas hésiter à publier, commenter, liker, c'est le premier niveau, pour essayer vraiment de se différencier. Dans la prise de parole, alors il y a des petits tips à avoir, je vous les ai mis. Avoir une phrase d'accroche assez courte qui reprend l'idée principale, le point de vue, la promesse, d'essayer de montrer directement dans votre billet la valeur ajoutée du message que vous voulez associer. Ne pas hésiter à mettre quelques emojis, ça permet de le rendre plus visible et plus vivant. De taguer des personnes, donc de les appeler, d'essayer de rendre visite votre publication auprès de certaines personnes, d'ajouter 3, 4, voire 5 hashtags, mais pas plus, parce que sinon ça va faire baisser le niveau de référencement de votre billet. Et d'appeler. Alors quand je dis appeler, c'est une incitation à l'action, c'est-à-dire une incitation à la réaction, et d'associer toujours un visuel à vos billets, parce que ça va permettre de créer de l'attractivité. Quand on va être sur le mur d'actualité, l'œil va avoir tendance à s'arrêter sur une image. Le must, j'aurais pu mettre image/vidéo. La vidéo, c'est encore plus attractif pour l'œil humain. Donc d'essayer de travailler sur des articles et ce qui va vous permettre en fait de sortir du lot, c'est ce que j'ai mis sur le dernier bon réflexe, essayer de travailler cette visibilité, de générer du buzz, de vous rendre différenciant, c'est-à-dire de travailler une ligne éditoriale qui est propre à votre cœur de métier, mais qui est propre aussi à vous-même. C'est important voilà, de se rendre visible, de passer des messages, de montrer qu'on est un expert, et ça va vous permettre en même temps de vous différencier. C'est assez simple de sortir du lot dans le sens où, quand on regarde sur LinkedIn, aujourd'hui, 90% des profils sont inactifs. C'est-à-dire que les personnes ont un profil rempli plus ou moins de manière complète, mais même pour celles qui ont un profil complet et qui vont sur LinkedIn, en fait, ils n'ont pas d'activité. Seulement 10% des personnes prennent la parole, like, commentent, publient. Donc, ça peut être aussi un travail, une to-do à se faire dans le mois, de se dire, «Bah, tiens, je me mets un challenge peut-être, d'essayer de commenter, de publier, de liker. Une fois que mon profil est bien travaillé, ça va me permettre de me démarquer encore plus et de me rendre encore plus visible». Je vous ai remis, en résumé les 10 bons réflexes, donc de s'inspirer de ses pairs, de vérifier sa visibilité sur Google, d'essayer de faire bonne impression, une bonne première impression en travaillant sur l'étiquette, de séduire aussi l'algorithme,
de travailler sur votre offre de service en démontrant vos super pouvoirs, d'élargir votre réseau, de le faire grandir, de ne pas oublier de personnaliser vos demandes de contact, de vous faire recommander, de générer du buzz et d'essayer de vous différencier à travers votre singularité professionnelle. J'aime bien terminer aussi en se disant, peut-être que dans le plan d'action, vous pouvez vous dire que dans les 6 prochaines semaines, vous vous octroyez un temps de 30 minutes, peut-être pour liker 5 posts en lien avec votre projet professionnel, avec votre métier, en lien avec votre secteur d'activité. Pourquoi pas aussi de commenter 5 posts afin de positionner votre expertise, votre avis, d'ajouter peut-être aussi tous les mois des personnes à votre réseau et au-delà de les ajouter, de pouvoir derrière contacter ces personnes pour, pourquoi pas, provoquer un entretien réseau. Je dis souvent qu'on peut faire tous les clics possibles et imaginables sur les réseaux sociaux. Rien ne remplacera derrière la rencontre physique. C'est celle-là qui va marquer votre interlocuteur. Et aussi peut-être de vous mettre une fois par mois l'idée d'aller recommander les compétences d'une personne de votre entourage. Donc ça, c'est un peu la to-do à réaliser par rapport à ce que je vous ai proposé. C'est un peu le CrossFit LinkedIn, mais ça peut être intéressant pour vous de travailler là-dessus. Il est 9h33. Moi, j'ai balayé ce que je voulais vous présenter. Et j'ai tenu le timing qu'on m'avait proposé, donc c'est de 30 minutes. Comme je vous le disais, si vous voulez aller plus loin, je vous ai remis le lien sur APEC FR. On propose un web atelier de 3h30 et un atelier d'une journée pour travailler sur la démarche réseau et sur les réseaux sociaux. C'est des ateliers gratuits auxquels vous pouvez vous inscrire. Et on a peut-être le temps pour quelques questions. Je vais arrêter le partage pour revenir avec vous. Si je peux, hop, je vais essayer de revenir. Hop. Normalement, je suis avec vous. Est-ce que vous avez quelques questions? J'ai pas pu voir le chat. Ça a l'air plutôt clair pour tout le monde. Il n'y a pas eu trop de questions. Bonjour. Oui, bonjour. Ok, merci pour votre très belle présentation. Moi, c'est Dokwara Eric, étudiant master 2 en technique patrimoine et territoire de l'industrie à l'Université de Paris Panthéon-Sorbonne. Oui. Ma question est celle de savoir, lors des avis de recrutement qu'on poste partout, il y a des mots-clés qui font partie de nos profils, mais le souci, c'est au niveau de compétences recherchées. Je prends un exemple. On cherche par exemple un agent de guide ou soit un agent de billetterie dans un musée. Mhm. Vu que l'étudiant n'a pas eu à maîtriser le système de gestion de billetterie dans un musée, mais l'étudiant détient au moins un diplôme en relation avec cette filière, soit ces postes. Mhm. Comment faire pour avoir plus de visibilité, pour qu'on puisse être recru? Voilà un peu la Ouais. question. Alors après, c'est vrai que si c'est des choses que vous n'avez pas fait en tant que telles, c'est difficile de les afficher directement sur vos profils. Par contre, vous pouvez essayer de travailler sur ce que j'appelle des compétences transversales ou transférables. On peut prendre par exemple ce côté travailler sur les réservations, agent de réservation, et se dire finalement quelles sont les compétences que je dois avoir. Potentiellement des compétences commerciales. Alors, si je prends le terme commercial, derrière, qu'est-ce qui décline? Pouvoir présenter une offre de service, prévoir présenter un produit, pouvoir vendre, pouvoir prospecter. Vous voyez, on est souvent sur des verbes d'action, donc des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir, et on peut travailler sur ces verbes-là. Peut-être qu'on ne l'a pas fait dans le contexte spécifique de l'offre d'emploi,
mais on l'a peut-être fait dans d'autres circonstances. On a peut-être vendu des choses, on a peut-être négocié des choses, on a peut-être communiqué avec des interlocuteurs, avec une clientèle. Donc ces termes-là, vous pouvez les extraire des contextes professionnels passés pour essayer de les mettre de manière très générique dans vos profils et créer comme ça quand même du référencement par le verbe d'action. C'est une possibilité. Désolé, désolé, je me suis perdu. La connexion a eu un défaut. Là, je ne vous suivais pas. Ce que je disais, c'est qu'il faut vraiment travailler sur les verbes d'action, en fait, les verbes d'action qui sont transférables de contexte en contexte. Donc, communiquer, coordonner, vendre, concevoir, créer. Et c'est sur ces verbes d'action-là que vous allez pouvoir changer de secteur d'activité ou changer de fonction. Vous voyez, pour dire aux recruteurs, j'ai peut-être jamais vendu de billets dans un contexte culturel, mais j'ai peut-être vendu dans d'autres contextes, ou j'ai peut-être négocié, ou j'ai peut-être présenter un produit dans d'autres contextes. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler pour essayer de se rendre visible. Après, quand vous analysez une offre d'emploi, là je sors un peu du cadre des réseaux sociaux, mais il faut avoir 60 à 70% des compétences pour être compétitif sur l'offre d'emploi. Et si vous avez 60 à 70% des compétences, il faut candidater, il faut pousser votre profil derrière, même en faisant une prise de contact directe. J'espère que j'ai répondu à votre question. Ouais, je vois que vous mettiez merci. Merci beaucoup. Il y a une question de Clarisse. Ouais. Je voulais répondre à la question de Clarisse dans le chat. Est-ce possible de mettre autant en valeur son profil quand on a peu d'expérience professionnelle? Vous savez, une entreprise, il y a des entreprises qui recherchent des jeunes professionnels. Ça a plein d'avantages pour une entreprise d'être un jeune professionnel. Donc oui, vous pouvez travailler sur la mise en valeur de votre profil à travers votre formation et tous les savoirs théoriques que vous avez acquis durant vos formations, à travers vos expériences aussi extra-professionnelles. Il y a des compétences qu'on peut extraire à travers l'expérience extra-professionnelle et puis à travers aussi vos activités peut-être de stage ou même expérience, si vous avez peu d'expérience professionnelle, expérience, job étudiant, tout est bon à prendre pour se mettre en valeur et travailler. Je parlais tout à l'heure des verbes d'action. Je peux travailler aussi sur les soft skills, donc les savoir-être, qui sont des éléments sur lesquels vous pouvez vous vendre. Ça peut être intéressant. Il nous reste peut-être une minute, parce que je sais qu'il y a une conférence à 45, donc le temps de laisser la place et de conclure. Est-ce qu'il reste une question? Allô? Oui, on vous entend. Oui, oui. Désolé, hein, je crois que ma question elle va être un peu. Bon, je vais la rendre courte. En réalité, bon, moi, je suis développeur informaticien, sauf que en fait, j'ai fait de l'autodidacte. Et actuellement, je travaille dans une entreprise. Ouais. Et vraiment, alors moi, j'ai un véritable problème, c'est que comment est-ce que je peux mettre en évidence. C'est vrai que j'ai pas mal de conceptions derrière moi, d'éléments que j'ai pu réaliser, et la preuve même dans cette boîte dans laquelle je suis. Mais l'idée derrière, c'est comment est-ce que je peux éventuellement m'afficher de sorte que je sois assez visible et que les différents robots puissent me sélectionner dans les. Parce que maître autodidacte, parfois, c'est quand on met un self-taught, on a des difficultés parfois d'être. Voilà. Alors, en fait, le fait que vous soyez autodidacte, ça pose pas de problème en soi. C'est pas forcément pertinent de le citer. Ce qui va être important, c'est de montrer les réalisations significatives que vous avez eues pendant vos différentes années d'expérience. Après, que vous n'ayez pas le diplôme associé, il y a peut-être des entreprises que ça va bloquer pour questions de réglementation intérieure ou autre. Mais on voit par exemple que sur le domaine informatique, c'est plutôt un secteur en tension, c'est plutôt pénurique en termes de profil. Donc les entreprises, elles ont de gros besoins. Elles vont en général pas s'arrêter au diplôme. Ce qu'elles vont regarder, c'est vraiment euh, vos, 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 vos réalisations significatives par le passé. Donc essayez de trouver des succès, des jolies activités que vous avez pu réaliser dans votre expérience professionnelle. Et c'est celles-ci que vous allez mettre en avant et que vous allez publier sur vos profils en travaillant aussi sur les mots-clés. Vous allez pouvoir intégrer, alors je ne sais pas ce que vous faites dans l'informatique, mais que ce soit du code, de la programmation, de la C'est de la maintenance, programmation, c'est de la c'est le programmation. développement logiciel.
Voilà. Et ben, en citant les langages de programmation que vous avez utilisés, en présentant les méthodologies utilisées, en utilisant tous ces termes de codage, programmation, vous allez vous rendre visible et vous allez générer du trafic. Je parlais de profil LinkedIn. Si vous créez un profil aussi sur APEC.fr, qui est un profil gratuit, forcément, vous allez être appelé. Si vous mettez bien en avant les mots-clés que vous voyez dans les offres d'emploi. Ok. Je pense que je vais être obligé de Merci. conclure et de laisser le Oui, mot de la fin à désolée. Margot, pas de souci. Je vous remercie à tous et à toutes pour vos questions et votre intérêt. Et n'hésitez pas à revenir vers nous si besoin pour la suite. Merci beaucoup Lilian, merci à tous. Et puis, il me semble que l'APEC est présent sur Jobzin aujourd'hui. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à chatter avec eux et à vous rendre sur le site de l'APEC voilà, pour avoir plus d'infos. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée à Merci. tous.